Aujourd'hui, on va parler financement alternatif. Alors, le financement alternatif, c'est quoi? Eh bien, c'est un financement qui est, on va dire, en dehors du système bancaire. Le financement bancaire pur, tel qu'on peut l'imaginer tous, c'est un financement qui est extrêmement utilisé par les entreprises, mais qui n'est pas toujours nécessairement adapté aux besoins et aux attentes des entreprises. Le but du financement alternatif, justement, c'est de pallier à ces attentes et à ces besoins. Et donc, on a une multitude de solutions qui qui ont vu le jour. Donc on peut parler, par exemple, citer le microcrédit, le RBF. Je pense qu'on va en parler pendant toute la table ronde. Le crédit interentreprise. Voilà, on a pléthore de solutions. Et pour discuter justement et parler de ce financement alternatif, on a bien des acteurs sur ce panel. Alors on a d'un côté des prêteurs, on a également une plateforme d'intermédiation et puis le côté aussi l'expérience utilisateur. Donc côté prêteur, nous avons dans un premier temps donc Jordan qui est le co-founder de Defacto, Clément qui est le co-founder de Aria, et puis Thomas, qui est le co-founder de Rolling Funds. Côté maintenant plateforme d'intermédiation, l'intermédiaire, nous avons le plaisir d'accueillir Louis, qui est donc le co-founder de Leano. Et puis, last but not least, l'expérience utilisateur. Donc, pour nous parler de son expérience produit, Michael, qui est donc le président de Bellota, notamment de Bellota. Voilà. Alors, écoutez, ce que je vous propose dans un premier temps, peut-être, c'est que, eh bien, on fait un rapide tour de table, vous vous présentiez rapidement chacun, et puis peut-être vos solutions, et puis on rentrera ensuite un petit peu plus dans le détail des solutions qui sont proposées. Bonjour à tous, donc moi c'est Jordan Juilly, je suis cofondateur et CEO de Defacto. Donc on a créé Defacto il y a 3 ans, donc en 2021, avec l'envie en fait, d'apporter plus de sérénité aux PME lorsqu'elles abordent la question de trouver des financements. Donc voilà, jusqu'ici c'est sympa. On s'est construit sur, tout le monde adhère, on s'est construit sur 3 grands paris stratégiques. Premièrement, la régulation. Donc on est la seule fintech B2B à être agréée auprès de la CPR. Deuxièmement, le scoring. Donc, on a nos propres algorithmes de scoring pour pouvoir prendre des décisions en temps réel, en quelques secondes. Donc, on sait faire de l'analyse de solvabilité en quelques secondes et on est complètement maître des décisions qu'on prend. Et notre troisième pari, c'est tout ce qui est autour de la stratégie de distribution. Et donc là, on privilégie tout ce qui est financement embarqué. Donc, on va aller en fait s'intégrer dans un certain nombre de plateformes, d'écosystèmes de PME pour offrir du financement à ces PME directement dans leurs outils du quotidien. Donc, par exemple, on travaille avec la marketplace Malte, on travaille avec la néobanque Conto, avec la solution de gestion Pennylane et avec Lino, par l'intermédiaire de qui nous avons rencontré du coup Michael Confinance. Voilà, donc en gros, moi ce qui me rend heureux, c'est que Michael dorme bien la nuit grâce à Defacto. Merci Jordan, bonsoir à tous. Moi je suis Thomas de Bourren, je suis le CEO de Rolling Fun. Alors Rolling Fun, qu'est-ce que c'est? C'est une fintech qui fait partie de la galaxie Truffle. On est aussi soutenu par 3 compagnies d'assurance, ProBTP, CCR et AG2R. Et on a 2 activités principales, une activité de BNPL B2B, donc Buy Now Pay Later B2B, et on vend aussi notre plateforme en marque blanche, plateforme d'onboarding et KYB. Donc qu'est-ce qu'on permet? On permet à des distributeurs, des retailers, des e-commerçants, des marketplaces de proposer une solution de paiement fractionné pour leurs clients B2B. Et là-dessus, on s'appuie sur notre savoir-faire en onboarding avec notre propre plateforme d'onboarding, et puis nos capacités de scoring et d'étude des dossiers en utilisant beaucoup de données alternatives et d'open data. Bonjour à tous, donc moi je suis Clément, je suis le cofondateur de Aria. Donc le point de départ d'Aria, c'est que moi j'étais freelance au début
avant de lancer Aria, et on s'est rendu compte avec Vincent, mon associé, que les freelances, les TPE, les PME avaient un accès finalement à des produits de financement court terme assez faibles. On a essayé de chercher à comprendre pourquoi. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 points importants. D'une part, la distribution, qui est un vrai problème pour les banques. Acquérir une TPE, une PME ou un freelance, c'est assez cher par rapport aux revenus qui vont être générés par la suite avec des financements. Et l'autre point, c'est l'efficience des opérations, finalement, qui sont assez limitées chez les banques. Ça coûte cher pour une banque de traiter des petites factures, des petits financements. Et donc face à ce constat, on a du coup développé Aria avec une distribution qui est du coup toujours intégrée dans des tiers de distribution, qui sont des logiciels B2B, à savoir des marketplaces B2B, des logiciels de procurement, des verticales SaaS, des verticales ERP ou des ERP un peu plus structurés. Et donc, on ne peut pas faire d'acquisition directe, c'est-à-dire qu'une PME qui voudrait utiliser Aria ne peut pas le faire en direct. Il faut forcément que cette PME utilise un outil dans lequel on est intégré. Et donc derrière, on améliore l'expérience de paiement B2B. Donc on est toujours autour d'une facture. On ne fait pas du crédit 3, 6, 9 mois. On est vraiment autour de l'expérience d'une facture avec une session de créance. Et donc on fait des financements qui sont généralement entre 30, 45, 60 jours. D'éventuels retards peuvent s'ajouter, mais voilà, c'est vraiment du très court terme. Et du coup, on va travailler autour de plusieurs axes, à la fois l'analyse de risque, donc crédit, risque de litige, risque de fraude. On va faire le financement, on va couvrir en cas d'impayé. Et puis, si jamais il y a des retards, on va faire les relances pour récupérer l'argent. Voilà. Quelques exemples de sociétés avec qui on travaille. Bon, avec Defacto, on a le même client qui est Malte. On travaille aussi avec plein d'autres marketplaces de freelance, Comet, Staffme, Medels, etc. Et puis plus récemment, des marketplaces B2B plus généralistes, donc pas forcément des freelances, mais des PME. Et puis des logiciels de procurement qu'on adresse depuis maintenant 18 mois. Voilà, on pourra revenir peut-être sur pourquoi on a commencé avec les freelances, mais voilà, je termine là. Donc bonjour, je suis Luis, cofondateur de Lino, Léanon en français, c'est la même chose. Et donc Lino, c'est une plateforme aujourd'hui qui intègre de nouveaux secteurs de financement alternatifs, donc hors bancaire, court terme, afin de pouvoir offrir une fluidification complète à l'accès de financement pour nos clients, donc TPE, PME. Ce qui permet du coup à un client, en quelques clics, de trouver les solutions dont il a besoin grâce au financement intégré, au embarqué, comme on disait Jordan. Donc aujourd'hui, on travaille avec tout l'écosystème de financement alternatif en France. Et justement, le but, c'est vraiment de créer une seule plateforme pour tout gérer pour nos clients. Voilà. Merci. Bon, moi, je suis le bout de la chaîne. Donc, Mickaël Piffard-Bénard, je suis le président du groupe Byzance, connu aussi pour sa marque Bellota Bellota. En fait, avant d'aller expliquer pourquoi on a commencé une collab il y a maintenant pas loin d'un an, je pense, je vais présenter rapidement la société. Donc, Bellota Bellota, c'est un peu plus de 700 produits et 4 activités. La première, on est grossiste, donc on fait de la distribution sélective pour tous les métiers de bouche, sauf la grande distribution. Donc vous avez retrouvé du boucher, du charcutier, du traiteur, enfin bref, un certain nombre d'acteurs, donc des purs acteurs B2B. La deuxième activité, donc on est des retailers, on a des points de restauration et de vente, vous en avez peut-être croisé quelques-uns en aéroport ou en centre-ville ou autre. On a un peu plus d'une trentaine, la moitié, un peu moins de la moitié en propre, un peu plus de la moitié en franchise, dont de la franchise aéroportuaire. La troisième activité, on fait de l'événementiel. Alors, très dernièrement, par exemple, pour vous illustrer ça, on peut très bien faire les coffrets d'entreprise. J'insiste, on peut faire les coffrets d'entreprise. Et on peut faire les coffrets d'entreprise aussi, si vous voulez. Et on fait des privatisations, on fait des événements d'entreprise. Et aussi, là, plus dans l'actualité, on a fait des points de vente de restauration pour les JO. On peut faire aussi des prestations pour des mariages et autres. Quatrième et dernière activité sur la partie online, donc on fait du e-shop, de la marketplace à destination principalement de particuliers. Alors pourquoi nous on a sollicité donc Defacto de manière assez explicite. Et un des acteurs qui était là, c'était l'expliquer plutôt bien, c'est que patron de PME que je suis, l'accès en fait à des financements à court terme est assez limité. Et moi, j'ai principalement un enjeu de BFR, puisque je suis entre la filière agricole et le client final, qui peut être un professionnel ou un particulier. Et la filière agricole a de plus en plus eu besoin de trésorerie, comme beaucoup d'autres secteurs, vous me direz. Et donc, on paye de plus en plus tôt, voire même avant la production.
Je irai dans le détail évidemment. Et inversement, côté client, malheureusement, ça ne s'est pas allé forcément que dans le bon sens. Et le grand écart pour une PME, c'est compliqué. Et très rapidement, les financements normatifs que j'appelle le factor, donc la facturage au sens large, ou du simple découvert, ont leurs limites. Donc nous, on s'est approché de facto, principalement dans mon sourcing, ma recherche d'un reverse factoring. Reverse factoring qui n'existe quasiment pas pour les PME, mais plutôt réservé généralement aux ETI et grands groupes. Et c'est là où de facto a su répondre plus que favorablement et positivement à nos besoins. Alors merci pour ces présentations chacun. Donc maintenant qu'on a une bonne vision de qui est qui, donc je remarque quand même que les prêteurs se sont mis tous ensemble. Et ensuite, il y a nous. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans les solutions que vous proposez, puisque le but, c'est que de ce panel, c'est d'avoir justement une vision un petit peu plus claire des financements alternatifs. Donc peut-être Clément, Thomas et Jordan, je vous laisse la parole pour présenter concrètement quelles sont vos solutions, quels financements alternatifs vous proposez à vos clients ou à vos utilisateurs. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, c'est une créance. Donc prenons l'exemple de Malte, un freelance qui travaille avec L'Oréal. Il va travailler 20 jours, il va faire valider son timesheet à la fin du mois. Ça va générer une facture. Cette facture va avoir un délai de paiement de 60 jours. Nous, on va pouvoir financer cette créance. On va donc, du coup, libérer 100% de la créance, qui va permettre au freelance d'être payé immédiatement, sans toucher les process opérationnels de L'Oréal, qui pourra payer à 60 jours de façon assez standard. Donc c'est vraiment ça ce qu'on fait, nous, chez RIA. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on fait avec Saint-Gobain. Quand un artisan, un commerçant se présente en caisse chez la plateforme du bâtiment, par exemple, qui est une filiale de Saint-Gobain, Saint-Gobain peut lui proposer de payer son achat en plusieurs fois. Et donc ça passe par la solution Rolling Fund. C'est-à-dire que le client, on est capable de l'onboarder en moins de 2 minutes, on est capable de lui donner une limite de crédit, et puis ensuite il va pouvoir choisir de payer à 30 jours, à 60 jours, en 3 fois ou en 6 fois. Donc ça sous-entend qu'on a toutes les capacités de scoring pour bien déterminer quelle est la limite qu'on va octroyer à ce client et si on va l'accepter ou pas, en essayant bien sûr de maximiser le taux d'acceptation. Et grâce à l'open data, à l'open banking, on arrive à avoir non seulement des bons taux d'acceptation et des taux de risque qui sont tout à fait raisonnables. Peut-être pour compléter, si on regarde la problématique du BFR, du besoin en fonds de roulement, elle peut être causée soit par des encaissements tardifs de ses clients, soit parce qu'on a besoin de payer ses fournisseurs du coup plus rapidement. Et donc il y a 2 façons d'adresser cette problématique-là, en dehors de tous les sujets de mieux gérer son poste client, les relances, etc. Il y a tout ce qui est domaine du financement de receivable, dont la facturage fait partie, et tout le domaine du coup du financement de payable, dont le reverse factoring est l'une des solutions. Donc nous, chez Defacto, on s'est adressé les deux parce qu'en fait, dans les 2 cas, on va aller accorder un crédit à la PME sur présentation d'une facture, tantôt d'achat ou tantôt de vente. Et donc avec le même produit, on sait gérer finalement les 2 cas d'usage. Ce qui va être important derrière pour les PME, en tout cas de notre point de vue, c'est 3 choses. C'est premièrement la rapidité avec laquelle la solution peut se positionner. En fait, souvent, une PME, quand elle va s'adresser à une banque, les processus d'underwriting, de décision, puis derrière d'octroi, peuvent prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, et ensuite, il y a le décaissement, etc. Nous, chez Defacto, on a décidé de mettre l'accent sur tout ce qui est automatisation, et donc on sait répondre en quelques secondes. Et donc, le fait, pour une PME, d'avoir une réponse, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative, en quelques secondes, déjà en soi, ça a énormément de valeur. Ensuite, le deuxième pilier, c'est tout ce qui va être flexibilité dans l'usage. Avec la facturage, très souvent, en tout cas des acteurs plus traditionnels, la PME doit céder 100% ou 90% de son poste client, même les factures dont elle n'a pas envie. Et ça, en fait, ça permet d'éviter l'anti-sélection des factures, parce qu'en gros, les assureurs crédits qui derrière sont souvent derrière la facturage n'aiment pas trop qu'on leur pousse des factures pourries en priorité. Et donc, pour se couvrir de ça, ils demandent à ce que tout soit cédé. Et donc, nous, chez Defacto, vu qu'on fait du crédit, en fait, l'entrepreneur a la main sur quelle facture il peut financer ou pas.
Et du coup, le troisième pilier, c'est tout ce qui va être en fait simplicité d'usage. Et donc sur ce biais-là, sur cette partie-là, on a pris le biais d'avoir une stratégie du coup embed, et donc d'aller directement en fait s'intégrer dans le cockpit financier de la PME, de sorte à ce qu'elle n'ait pas besoin de sortir de son univers pour aller chercher un crédit. Parce qu'on pense que finalement l'endroit où ça fait le plus de sens de prendre une décision de demander un crédit, c'est quand on a sa trésor sous les yeux, avec son poste client sous les yeux, etc. Tiens, lui, il est en retard ou quoi. Et donc là, c'est le meilleur endroit pour faire une demande. On voit, merci pour la présentation de ces solutions. Vos solutions, maintenant, en matière de stratégie de distribution, comment est-ce que vous les distribuez? On constate qu'il y a quand même une certaine volonté de nouer justement des partenariats avec des acteurs qui, eux, ont une position plus d'intermédiation, et donc des plateformes d'intermédiation comme celle de Louis. Comment est-ce que vous nouez ce type de partenariat? Comment est-ce que ça s'imbrique? Peut-être, Louis, je te donne la parole sur ce point-là, nous représenter ta solution, et puis quel est le type de financement que tu vas conseiller vers lequel tu vas pousser tes clients? Est-ce que tu as une stratégie définie en fonction justement de la typologie de clients? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là? Oui, donc alors, nous, en fait, on a pris la décision de vraiment développer une solution qui permette on va dire, horizontaliser les solutions de financement qui existent et qui sont très verticalisées. Ces solutions sont très fortes justement pour répondre à un besoin spécifique en fonction de nos secteurs d'activité, de BFR, de la taille de l'entreprise, etc. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un client arrive chez nous, connecte à ses données bancaires, open banking, liasse fiscale. On fait une étude par rapport à la vitesse de rotation, etc. Et ensuite, en fonction de tous ces critères, on va pouvoir débloquer des solutions derrière nous. Je cite un exemple, notre plus gros client en fait aujourd'hui à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et se finance 500 000 euros par mois pour acheter de stock. Et du coup, pour ce client spécifique, on a 3-4 solutions en parallèle qu'il peut piloter via notre solution. Et ce pilotage est précis, se fait grâce au financement embarqué, parce qu'on intègre les API de nos partenaires financiers, ce qui permet d'avoir une réponse rapide et justement un suivi assez précis. Donc aujourd'hui, c'est un peu la stratégie de pouvoir avoir un écosystème très riche de financeurs derrière nous et pouvoir offrir à nos clients du coup cette plateforme de, on va dire, pilotage de financement court terme. C'était ça la question? C'était ça la question. Ok. Merci. Alors là, on a parlé des solutions qui sont proposées, de l'intermédiation également. Maintenant, on va parler peut-être plus spécifiquement des clients / utilisateurs que vous visez. Quelle est la typologie? Alors, je vais m'adresser dans un premier temps aux prêteurs. Hein, vous êtes le groupe prêteur. Quelle est la typologie de clients que vous adressez? Quels sont les use cases que vous rencontrez le plus, et puis peut-être aussi quels sont les besoins en fait que vous avez les besoins de vos clients que vous avez pu déterminer et mettre à jour. Alors nous, on a deux types de clients. On a nos clients partenaires qui distribuent notre offre. Donc là, on recherche des retailers, des distributeurs, des e-commerçants, des marketplaces qui veulent proposer leur solution de paiement fractionné. Et donc le client final, ceux qui signent les contrats de crédit, ce sont des commerçants, des artisans, voilà, c'est ça les clients finaux, pardon. Et on a des limites de financement. On est sur des financements donc fractionnés avec des montants relativement modestes, puisqu'on va de 500 euros à 20 000 euros. Donc on octroie une ligne de crédit de 500 euros à 20 000 euros. Sur notre activité KYB onboarding, là on a un spectre plus large, puisqu'on a aussi des distributeurs qui n'utilisent pas notre solution de crédit, mais qui utilisent juste la plateforme technique. C'est le cas par exemple de Ahold Delhaize en Belgique et aux Pays-Bas. Puis on a des assureurs crédit, on a des gens comme ça. Donc voilà un peu la typologie de clientèle qu'on adresse. Nous, il y a, donc dans une transaction B2B, il y a un acheteur et un vendeur. Donc, ce qu'on aime bien, c'est des vendeurs qui sont plutôt petits,
qui du coup ont des difficultés pour trouver des solutions en direct auprès de leurs partenaires financiers. Donc ça peut être des TPE, des freelances, des PME. Et on aime bien avoir des acheteurs plutôt un peu structurés, parce que nous, en fait, on fait pas vraiment, on fait pas un crédit finalement au vendeur, au supplier. Nous, on underwrite l'acheteur, parce qu'on capte le flux de retour. C'est-à-dire que L'Oréal va nous rembourser, nous, directement, sans que ça passe par le compte du supplier. Donc du coup, on aime bien avoir plutôt des acheteurs type ETI, grosse PME, grand compte, justement pour avoir des défaillances qui sont assez rares, quoi. Donc nous, le principal risque qu'on analyse, c'est surtout le risque de fraude, de fausse facture, plutôt que le risque crédit. Et donc du coup, donc il y a 3 types d'utilisateurs. Il y a le bénéficiaire, le supplier, l'acheteur qu'on underwrite, et puis après il y a le partenaire de distribution qui peut soit prendre en charge le frais s'il considère que c'est clé pour lui, en fait, d'intégrer, de packager ARIA dans son offre et de prendre en charge du coup le coût du service ARIA. Parfois, c'est plutôt un partenaire de distribution qui, du coup, va plutôt être amené on va avoir une rétrocession de nos frais vis-à-vis de lui. Donc c'est plutôt une logique partenariale qu'une logique de client. Peut-être pour compléter, comme nous, on sait faire à la fois on s'adresse généralement en fait à toute entreprise qui peut avoir des problématiques de BFR. On cible plutôt les PME. Parce qu'à partir du moment où une entreprise devient plus grosse, une ETI, typiquement une ETI, là, la banque commence à avoir effectivement des solutions qui sont tout à fait pertinentes. Et c'est en fait gérer un volume d'affaires que nous, en tant que FinTech qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, on ne sait pas encore faire. Donc on cible de la PME qui peut avoir des problématiques de BFR comme j'encaisse tardivement mes clients, donc typiquement si ces clients sont des grosses boîtes donc une entreprise qui fait du B2B. Ou bien une entreprise qui doit acheter des stocks et qui a un délai entre le moment où elle achète son stock et le moment où elle le vend. Et donc, jusqu'à présent, on a travaillé avec plus de 200 NASCODE différents dans des industries comme tout ce qui va être services digitaux, retail, transport, de la restauration. Ce qu'on n'aime pas trop faire, c'est la construction. Voilà, aujourd'hui, on s'est pris quelques plombs sur la construction. On pense que la facturage, c'est peut-être mieux d'être exposé à Vinci que d'être exposé à... donc voilà, là-dessus, on a un petit peu levé de pied. Mais en gros, sinon, sur la plupart des autres cas d'usage, on sait se positionner du coup rapidement. Okay. Et peut-être Thomas et Clément, quels sont justement les cas d'usage? Pourquoi est-ce que vos clients, enfin, ou vos utilisateurs se tournent vers le financement alternatif? Parce qu'on leur propose et ça répond à un vrai besoin. Ça fait longtemps que le paiement différé existe, ou le paiement plusieurs fois fractionné existe, mais avec le digital et avec ça se développe beaucoup. Donc c'est un vrai besoin pour les TPE, PME. Et puis aussi parce que ce type de besoin n'est pas couvert par les acteurs traditionnels. Et donc c'est pour ça qu'ils se tournent vers nous. Aussi parce qu'on est capable de les onboarder, de les scorer, et que peut-être qu'ailleurs, ils n'auraient pas été acceptés et que ce besoin n'aurait pas pu être financé. Donc peut-être pour compléter, donc, là, nous, on doit convaincre le partenaire ou le client, donc la marketplace, le logiciel B2B, d'intégrer notre API. Donc lui, son enjeu, c'est vraiment de créer une expérience au sein de son produit, finalement de développer d'autres services, et le financement des factures, le paiement en est un, qui va permettre d'augmenter sa proposition de valeur, d'avoir du coup une base d'acheteurs et de vendeurs qui va y avoir plus de rétention, plus d'acquisition. Et donc ça, c'est un vrai levier. Ça peut être une source de génération de revenus aussi, parce que finalement, les logiciels... Alors les marketplaces ont un business model qui est assez similaire au nôtre, c'est une commission. Les logiciels B2B, qui sont plutôt des SaaS, vont avoir des abonnements, et donc un moyen de générer des revenus différents va être de pouvoir intégrer des solutions comme la nôtre, d'avoir un partage de valeur sur les commissions et de finalement monétiser différemment leurs produits, pas seulement avec un abonnement, mais avec une participation à tous les flux qui sont gérés. Donc ça, c'est un point. Et puis après, je souscris à ce qui a été dit jusqu'avant. C'est simplement que les PME, les TPE n'ont pas accès à des services financiers. Et donc finalement, donc le fait de pouvoir, pour le SaaS, le logiciel B2B, de pouvoir proposer ce service, va faire qu'il y aura une adoption naturelle parce qu'il n'y a pas de solution alternative. Alors, Mickaël, je me tourne maintenant vers toi pour avoir le Ritex plutôt du côté utilisateur. Déjà, est-ce que tu te retrouves dans les use cases qui ont été exposés? Et puis, tu l'as commencé à l'évoquer au début de l'intervention, mais pourquoi est-ce que, typiquement, toi, ton entreprise s'est tournée vers le financement alternatif? Écoute,
de toute façon, sur les approches, c'est toujours par nécessité. Alors une nécessité, c'est quoi? C'est un besoin sur le BFR, on en a parlé assez succinctement, mais en gros, une PME peut faire un grand écart de BFR, donc de cash, mais arrive à un moment donné, c'est relativement douloureux. Donc il faut s'adjoindre les services. Il y a 2 ordres de services. J'entends sur le court terme, après il y a toujours de la structuration capitalistique, mais on va s'intéresser au court terme. C'est dire soit on travaille sur le poste client, soit on travaille sur le poste fournisseur. Alors sur le poste client, la-facturage existe depuis maintenant très longtemps. Néanmoins, elle est contingentée, dit à facturage classique, sur le rating de chacun de vos clients, avec bien sûr un rating qui est soumis à assurance crédit et en fonction de la taille de votre client final, de sa santé. Je vais faire une petite blague de la météo, de plein de choses que l'algorithme a l'air de comprendre, mais pas nous. On peut se retrouver avec des clients qu'on estime pérennes, qui existent depuis très longtemps, du jour au lendemain, qui sont définancés. Donc vous cédez la facture pour le plaisir de la céder, mais vous ne vous faites pas financer. Donc la facturage, ça répond à une partie, encore une fois, de la question. Donc ça, je veux dire, si on était resté sur une normativité de business, bon, c'est pas la solution idéale, mais elle a le mérite d'exister. En fait, nous, la problématique, c'est que quand on a commencé à avoir encore une fois, des agriculteurs, des paysans ou des transformateurs, hein, qui sont assez proches des agriculteurs, qui nous ont demandé non plus de payer à 60 jours, mais de payer comptant ou même un peu avant parce qu'ils étaient courts, et qui d'ailleurs conditionnaient leur production très souvent à leur capacité de trésorerie, pour nous, ça a été le début d'un très grand écart. Et là, on s'est intéressé, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à se financer? Alors, je ne suis pas une banque, donc à un moment donné, j'ai aussi mes limites, et je me suis tourné vers les plateformes de reverse dites classiques. Alors, les plateformes de reverse bancaire, aujourd'hui, à date, ne s'adressent pas à des entreprises de ma taille. Donc, de toute façon, ça ne peut pas y répondre. Encore une fois, le concours bancaire par du découvert, ça répond pas en fait de manière normative ni intelligible pour une activité. On ne vit pas sur son découvert de manière long terme, ça ne marche pas comme ça. Donc il fallait vraiment structurer son financement court terme, et c'est là où je suis allé tout simplement regarder ce qui se faisait. Et encore une fois, quand j'ai vu la facilité avec laquelle on a pu échanger, faire les diligences avec des factos et travailler au quotidien, c'est sûr que pour nous, c'est une révolution pour le temps qu'on n'a pas normalement pour s'occuper de ces sujets-là. Okay. Voilà. Donc justement, ça fait le lien avec la prochaine question qui était un petit peu... là, on voit qu'il y a pléthore de solutions de financement alternatif, des intermédiaires aussi, qui vont nous permettre, qui vont permettre aux utilisateurs de s'y retrouver aussi peut-être, et puis d'orienter vers le financement et la solution la plus adaptée à l'activité. Alors, une première question pour Michael et puis ensuite Louise. La première question, c'est... déjà, quand on est utilisateur et quand on voit toutes les solutions qui sont proposées de financement alternatif, comment on fait pour choisir la meilleure solution ou celle qui va nous aller le mieux? Est-ce que vous êtes passé donc directement par un intermédiaire? Est-ce que vous avez essayé d'y aller franco tout seul et puis faire un petit benchmark solo de toutes les solutions qui étaient proposées? Ça, c'est la première question. Et puis ensuite, on verra peut-être avec Louis comment on fait justement pour accompagner les dirigeants d'entreprise dans le choix de leur meilleure stratégie de financement. Alors déjà, on essaie de comprendre ce qui se fait. Vous, ça appartient très souvent au microcosme qui est le vôtre. Moi, mon quotidien, c'est pas très romantique, mais c'est les pêcheries, c'est les abattoirs, c'est les paysans, c'est donc les producteurs d'huile d'olive. Donc on est loin de là. C'est pas notre sphère en fait tout ça. Peut-être dans anciennes vies, mais en gros on n'évolue pas là-dedans. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche. On fait de la recherche internet. On regarde un peu partout ce qui se fait. On fait notre propre benchmark. Et à un moment, sur ce benchmark que l'on fait, on sonde, on rencontre les personnes, et puis une fois que ça coche toutes les cases, on choisit l'acteur. Voilà, mais c'est aussi... faut prendre en compte que de l'autre côté PME, on n'a pas une structuration avec toujours un trésorier, un contrôle de gestion, une direction financière structurée. Donc assez vite, il faut un peu se débrouiller par soi-même. Donc en fait, ça revient ni plus ni moins qu'à rechercher quels sont les acteurs et faire sa propre étude. Et du coup, Louise, je me tourne vers toi. Lorsque tu as un client, un utilisateur qui utilise ta solution,
d'intermédiation. Comment est-ce que tu fais concrètement pour accompagner un dirigeant qui peut être un petit peu aussi potentiellement perdu ou qui n'a pas le temps, parce que ça prend aussi du temps, pour justement faire ces benchmarks-là. Comment tu fais pour accompagner le dirigeant vers la meilleure solution de financement? Alors, je pense que pour compléter, quand on a lancé Linon, on avait 5 hypothèses à valider avec le marché. La première étant, est-ce qu'il y a un vrai problème de BFR? Et la deuxième était, est-ce que les banques traditionnelles peuvent répondre à cette problématique de BFR? La troisième, est-ce qu'une société ou une PME française est prête à travailler avec des nouveaux acteurs? La quatrième donc, était, est-ce qu'ils sont prêts à être intermédiaires justement par des plateformes comme la nôtre? Et la dernière était, est-ce qu'une société en croissance, un commerçant de gros, pourra trouver son bonheur avec un seul acteur de financement? Donc, une fois on a validé et répondu à ces questions-là, en fait, on s'est dit, notre proposition de valeur, c'est justement de pouvoir mettre à disposition des solutions de financement en parallèle afin de répondre vraiment à la croissance de sociétés. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, de la vitesse de rotation des stocks, mettons pour un marchand de gros, on va mettre donc, en première part, du coup, en concurrence différents acteurs. Et ensuite, avec l'entreprise, on va choisir les meilleures options qui va pouvoir piloter dans le temps. Et c'est un travail deux fois assez complexe parce qu'on veut être toujours sûr qu'il n'y a pas de surendettement de l'entreprise. Et du coup, il faut toujours monitorer la croissance pour savoir si l'entreprise est prête à rembourser les dettes qui sont entre 1 mois jusqu'à 90 jours, et pour la plus grande part. Donc, c'est vraiment le secteur d'activité, c'est le niveau de croissance et la vitesse de rotation. C'est comme ça qu'on choisit du coup les solutions. Alors, maintenant, j'ai une autre question concernant donc, plutôt ce qui se cache derrière le financement alternatif. Donc là, on a évoqué toutes les points bénéfiques du financement alternatif, les besoins auxquels il répondait, les avantages. Je me tourne maintenant côté des prêteurs. Donc, on a aussi quand même 2 points, ce qui ressort, 2 points de préoccupation pour les utilisateurs. C'est 1, le coût de ce financement, et 2, la compliance avec la réglementation. Comment est-ce que vous adressez ces 2 points-là chez vous? Comment vos solutions englobent justement ces 2 points d'attention particuliers? C'est la question qui fâche, là, c'est ça? Ouais. Peut-être avant d'y répondre, pour revenir sur ce que Michael a dit, je trouve que Michael a une approche un peu platonicienne dans laquelle il dit que c'est la nécessité qui a déclenché la recherche. Nous, on essaie d'avoir une approche où en fait c'est le désir qui peut déclencher une recherche. Et donc, ce qui nous tient à cœur, c'est plutôt l'approche Spinoza. En fait, j'ai regardé une vidéo de philo hier, donc je la ressors. Voilà. Je pensais pas y arriver, mais c'est pas mal. C'est très bien placé, en tout cas, vraiment pas mal. Et donc, nous, ce qui est important, c'est de pouvoir créer en fait, de belles expériences utilisateurs qui vont générer en fait, du désir et de la sérénité. Et donc ça passe par le fait d'avoir une offre qui est potentiellement disponible. Ça apporte vachement de sérénité à l'entreprise. Et le fait que ce soit accessible en un clic depuis son outil préféré, ça aussi, ça apporte vachement de sérénité. Donc sur les questions liées en fait au coût et à la conformité, du coup, donc la conformité, déjà, pourquoi est-ce qu'on en parle? On délivre des services financiers et donc on est soumis à tout un tas d'exigences réglementaires, des SP2, les directives liées au crédit, etc. La conformité, finalement, il faut trouver le bon équilibre entre offrir une bonne expérience utilisateur dans laquelle on ne va pas demander des pièces et des pièces et des pièces, tout en étant en fait compliant. Donc nous, chez Defacto, on a décidé d'internaliser cet enjeu-là, de ne pas reposer sur, je dirais, une tierce partie, de sorte en fait à être maître de l'expérience utilisateur qu'on offre. Ensuite, sur l'aspect, sur la question du coût, quand on regarde un petit peu la structure de nos business models, je pense, respectifs, du coup, on facture, nous, un taux d'intérêt au client final, sur lequel, en fait, on peut avoir un partage de valeur, comme Clément le disait, avec la plateforme qui distribue. Et ce taux d'intérêt, donc déjà, premièrement, nous, on essaie de le positionner au marché
par rapport aux alternatives qui peuvent exister comme l'affacturage ou le découvert bancaire. Mais ensuite, ce taux d'intérêt doit venir couvrir notre coût de refinancement à nous en tant que fintech, qui est un enjeu majeur quand on lance une fintech, en tout cas dans le crédit, c'est comment est-ce qu'on se refinance. Et donc là, forcément, par rapport aux banques qui ont accès en fait, à de la liquidité auprès de la BCE, quand on se lance en tant que fintech, on part de zéro. Et donc, il faut trouver en fait, des refinanceurs qui forcément prennent une marge là-dessus. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir un business model dans lequel un coût de refinancement bas fait tourner l'équation et de ne pas faire porter, de faire au minimum ce coût à nos clients, de sorte en fait, à être dans le marché du point de vue de l'entreprise finale. Jordan était très complet, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je ne rajouterai rien à rajouter sur l'expérience utilisateur. Effectivement, c'est un des points clés. Le funding aussi, et le coût du funding, c'est pour ça qu'il faut s'adosser à des acteurs qui sont capables de fournir un funding performant. Et ensuite, la conformité, ça fait partie de notre boulot puisqu'on vend aussi des solutions de conformité. Mais je crois que plus que tout ça, on a la chance en France d'avoir des régulateurs qui sont plutôt open et modernes et bienveillants. Et on voit qu'il y a un bon écosystème pour l'univers FinTech. Donc c'est bien qu'on soit régulé parce que c'est des garanties pour le client final et nos distributeurs. Mais on a la chance de bénéficier d'un bon environnement. Après, sur le coût, comme grâce à la tech, grâce aux API, on arrive à avoir des coûts qui sont extrêmement compétitifs parce qu'avec 2 personnes qui font de l'octroi, on peut traiter 150 000 transactions, en tout cas c'est chez nous. Et donc on est compétitif parce qu'on a une très bonne tech et qu'on peut traiter beaucoup d'opérations rapidement. Peut-être en complément, je souscris à tout ce qui a été dit, mais peut-être en complément effectivement sur ce dernier aspect, il y a deux éléments. Enfin, quand on compare en fait les quelques solutions qu'on a sur le marché sur de l'affacturage, en tout cas pour les petits acteurs, parfois on se retrouve avec des solutions à 3-4% de la facture, ce qui est très cher sur 30 jours. Nous, on peut être plus compétitif justement grâce à la technologie, au fait d'être intégré dans des partenaires de distribution, les logiciels, etc., le logiciel B2B, ce qui nous permet de collecter toutes les informations nécessaires pour pouvoir opérer ce service et finalement opérer un service de financement de façon beaucoup plus efficiente que le ferait une banque. Et c'est d'autant plus le cas sur des factures qui vont être de 500 à 50 000 euros, mais sur celles qui sont à moins de 20 000 euros, il faut cette efficience, sinon effectivement on se retrouve à ces 3-4% pour 30 jours, ce qui n'est pas du tout notre cas. On va plutôt être autour de 1,5-2% pour 30-45 jours, ce qui en fait, bon, pour le bénéfice pour une PME ou pour un freelance d'être payé rapidement, finalement n'est pas si cher que ça. Donc c'est un point important. Et puis après, il y a le coût de distribution. En étant distribué via des tiers de distribution, finalement, chaque fois que, je reprends l'exemple de Malte qui va onboarder 500 nouveaux freelances un mois donné et signer 3 comptes du CAC 40, ça, ce coût d'acquisition pour nous, il est nul, le coût marginal. Donc en fait, on se retrouve avec une efficience de la gestion de nos coûts opérationnels plus un coût de distribution qui est maîtrisé par notre distribution, intégré dans des logiciels. Finalement, on s'y retrouve et on arrive à proposer un service qui est vraiment bien plus compétitif que ce qui existe sur le marché. Attention Jordan, autre question philosophique, c'est le moment. Est-ce que plutôt ça s'adresse également aux 2 autres prêteurs, est-ce que vous considérez que votre solution est réellement en fait un financement alternatif au financement bancaire classique ou plutôt un financement complémentaire ? Ouais, non, moi je trouve qu'il n'est pas vraiment alternatif dans le sens où en fait, on travaille avec des banques, on est financé par des banques et des asset managers, donc on est plutôt des partenaires. C'est juste qu'on vient cibler, en tout cas pour ce qui est derrière, hein, on vient cibler un problème qui est difficile pour les banques de traiter. Donc c'est plutôt nos partenaires. Le produit financier en tant que tel qu'on propose est assez finalement similaire à ce qui existe sur le marché. On n'a pas réinventé un nouveau produit financier. On joue sur des paramètres. Donc dans le financement de facture, on va avoir généralement un haircut, donc ça va être la partie qui ne va pas être financée. Bon, on peut jouer là-dessus par rapport à le risque de litige qu'on identifie, le risque de fraude qu'on identifie, etc. Donc on peut jouer, on peut donner plus de flexibilité que ce qui est fait sur le marché, mais fondamentalement, on n'a pas réinventé un produit financier, on a surtout une nouvelle façon de le distribuer et on le voit plutôt comme étant des partenaires de ces acteurs bancaires, de ces fonds, qu'un vrai financement alternatif vraiment nouveau, quoi. Je crois qu'on est plutôt plus complémentaire que concurrent du système bancaire. Quand on regarde nos partenaires, ils ont une relation avec leur banque qui est importante. Ils ont une relation avec
avec une filiale spécialisée d'une banque. Ils ont une relation avec un assureur crédit. Et puis, de plus en plus, ils ont des relations avec les fintechs pour couvrir des besoins qui n'étaient pas couverts par les autres intervenants. Donc, on est à la fois alternatif parce que c'est différent et complémentaire. Ça va être dur de compléter, mais en gros, du point de vue des banques, les fintechs qui se sont lancés autour du paiement, donc par exemple les Revolut, N26 ou même les Conto, etc., elles, en fait, sont plutôt en frontal avec les banques, dans le sens où elles offrent un service, généralement des services de paiement, compte, carte, etc., qui vient en fait prendre des flux qui auparavant étaient traités par les banques. Donc là, il y a une vraie concurrence, et d'ailleurs, les banques en fait s'aperçoivent de plus en plus qu'elles commencent à perdre une part significative de ces flux de paiement. Le crédit est un petit peu la dernière chasse gardée finalement des banques, mais c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Enfin, il y a beaucoup plus de complémentarité, pour répondre à ta question, sur le crédit entre une fintech et une banque. En gros, on pense que la fintech doit se focaliser sur tout ce qui va être expérience utilisateur et technologie, là où les banques en fait sont très fortes pour gérer des bilans en fait conséquents. Et donc, chez Defacto, on a commencé récemment à travailler avec des banques et avec des factors. Et quand on discute en fait avec eux, la répartition de leurs clients sont 80% du volume d'un factor est généré par des boîtes du CAC 40 et du SBS 120. Donc en fait, en haut de la pyramide, il y a quelques entreprises qui génèrent 80% du volume. Et la base de la pyramide, qui sont plutôt des TPE, PME, qui unitairement auraient généré peu de volume, bah ça en fait, elles ne savent pas très bien faire. Donc finalement, les banques savent bien traiter beaucoup de volume en termes de volume d'affaires sur peu de clients, sur lesquels il va falloir en fait apporter une solution très customisée et sur laquelle en fait il faut faire jouer sa balance sheet, mais vont avoir plus de mal à traiter en fait une petite base de nombreux clients sur lesquels unitairement il y a peu de flux. Et donc c'est là-dessus, c'est sur cette base-là qu'il y a une véritable complémentarité. Peut-être le dernier truc, c'est on collabore, donc chez Defacto, on a accès en open banking au compte de nos clients. Et donc parfois, on voit que certains clients utilisent de la facturage par ailleurs. Et en fait, ça marche très bien pour des entreprises qui, par exemple, ont 80% de leur volume en B2C, sont trop petites et 20% en B2B. Donc, elles ont des offres bancaires sur les 80% du B2C, mais sur les derniers 20%, en fait, ça devient trop micro pour une banque pour qu'elle puisse s'y intéresser. Et c'est là, nous, qu'on aime bien intervenir. Donc, c'est très souvent, en fait, en complément sur un certain nombre de cas d'usage. Alors, je me tourne vers toi, Louis, maintenant. Justement, toi, en tant qu'intermédiaire, plateforme d'intermédiation, comment tu vois cette cohabitation ou cette complémentarité? Ça dépend du terme qui est utilisé entre les banques, qui s'appellent les établissements de crédit classiques, et puis c'est justement ces fintechs qui arrivent et qui disruptent le marché. Oui, alors juste pour compléter ta réponse, Jordan, j'ai vu aussi, il y a des clients justement qui utilisent des facteurs, un factorage et des factos, justement parce que la factorage, des fois, du coup, il y a certains clients qui ne sont pas factorés parce que le client n'accepte pas, ou sinon parce qu'il y a la caution, et je pense qu'on appelle comme ça la caution, les 10%, 20% sur les factures à facturer. Et du coup, pour compléter cette trésorerie, ils font appel du coup à des solutions de financement, on va dire court terme. Quelques exemples de mon portefeuille client. Et par rapport aux banques, je pense que c'est un peu compliqué parce que, en tout cas, de donner mon réponse, parce que je travaille pas beaucoup avec des banques et je ne les vois pas beaucoup, si ce n'est du coup des deals qu'ils m'envoient parce qu'ils ne traitent pas le financement court terme. Donc ils se disent, ça ne me génère pas beaucoup de revenus, je ne connais pas le client. Et justement, je préfère qu'il soit traité par quelqu'un d'autre et quelqu'un qui a assez de maîtrise de l'écosystème de financement à court terme, d'une part. Mais depuis à peu près 6 mois,
Et je vois plutôt un intérêt sur la partie technologique, la partie justement des moteurs de risque, la partie des collections de données, la partie de gestion de remboursement. Et c'est là, en fait, où j'aimerais plutôt voir ce qui se passe dans 6 mois, dans un an, si les banques sont prêtes justement à changer de vision technologique, d'ouvrir un peu plus leurs API en interne et se retransformer au niveau de rapidité de réponse au financement court terme. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Très bien. Alors juste rapidement, parce qu'on me fait signe que c'est bientôt la fin, peut-être le mot de la fin, la conclusion pour toi, Mickaël, justement, quel est vraiment ton ultime retour, expérience utilisateur justement du financement alternatif? Qu'est-ce que tu vois comme avantage et comme potentiel inconvénient, sans pression aucune du coup? J'ai quand même une pression philosophique. Il y a un niveau qui a été posé. Moi, j'ai été nul en philo, mais nul. Hein. Bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Ouais, s'il te plaît. Et écoutez, encore une fois, pas du métier et autres, facile d'accès, rapide, transparent sur le coût final. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, répond pas qu'à un besoin, mais à un désir aussi, qui n'existe pas en fait sur une structuration de bancaire standard. Donc quand on avait préparé la discussion et ce tour de table, moi je trouve que l'alternative, alors peut-être dans notre vocabulaire commun, a un côté un peu négatif. Je pense vraiment on parle de complémentarité. Moi c'est quelque chose, de toute façon, au-delà de la complémentarité, ça n'existe pas pour les PME. Donc ça répond à un besoin qui n'existe, sur lequel il n'y a pas d'autre réponse aujourd'hui viable, en tout cas pour les PME de ma taille. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous pour votre intervention et puis très bonne soirée à tous.